sais, j'essaye d'expliquer aux gens l'impact qu'a le fait que l'humanité est triplée. Bon, dans une vie humaine, la mienne. D'accord ? C'est ça. Moi, je suis né dans un monde où il y avait 2 milliards d'habitants. Il y en a 7 milliards. Et l'observation historique prouve que chaque fois que l'humanité double, il se produit un changement, un bond qualitatif dans la nature de la socialisation. Tu vois, on dit le tsunami qui fait Fukushima, des tsunamis, il y en a toujours eu. Toujours. La différence, c'est qu'il n'y a pas toujours eu des centrales nucléaires au bord de la flotte. Ce que ça percute aura une conséquence civilisationnelle. Parce que quand on dit civilisationnel, les gens pensent à un processus lent, linéaire, permettant... Non. Si un centre mondial et universel est impacté, c'est instantané que se fait le passage du top à rien. Hein. Ah, mais surtout que c'est un mythe de croire que l'on va pouvoir vaincre la question de l'évolution naturelle des éléments, puisque de toute façon c'est un phénomène dynamique qui a toujours existé et qui existera toujours. C'est pour ça que l'État s'est engagé dans une stratégie de recul stratégique du trait de côte pour anticiper la question des érosions côtières. Tu vois, regarde la dune là, qui est là. Tu vois, comme elle est classée de cette façon, regarde. Et là, ça montre vraiment, là juste devant toi, là, tu vois, ces morceaux-là, regarde. C'est ça, tes paléosols ? Et bah, les paléosols, t'en as là, regarde. Tu vois cette ligne-là, on voit solide là, de noir, comme ça c'est des paléosols. Ça a toujours été. Non, ça c'est le sol d'il y a 3000 ans. C'est ce que tu t'appelles le paléosol, toi. C'est ça. Hein. Mais avant, ça ne se voyait pas ou ça s'est toujours vu que ça se découvre à intervalles réguliers ? C'est un phénomène dynamique de bourrelet qui avance. Donc, à fur et à mesure que le bourrelet cède la place au sol qu'il a recouvert il y a 3000 ans, on le voit émerger. Là où on a une accélération du phénomène, parce qu'avec les tempêtes, il y a eu un recul, notamment de 10 mètres du pied de dune, et donc on le voit ressortir avec plus d'amplitude. Pour information, le mois dernier, on a trouvé au pied de la dune du Pilat, qui est à 900 mètres, une urne funéraire de l'âge de fer, il y a 2800 ans avant notre ère, et avec des vestiges d'habitation que la dune est en train de libérer. C'est sûr que sous le sable, l'histoire doit être là toute palpitante. Mais regarde, on a 70 ans d'histoire là qui se retrouvent dans l'eau et des constructions de blocos qui étaient en haut des dunes. 70 ans après, ils sont les pieds dans l'eau. Voilà sur une vie humaine l'avancée de la dune. Mais tu me dis que ce sont des respirations naturelles. Il n'y a pas d'impact de l'activité humaine dessus. Non. Pas sur l'érosion. Monsieur vient d'expliquer qu'en 6 mois, là, ça a reculé de 20 mètres ici. Le poste de secours a été déplacé déjà 2 fois et l'accès se faisait là-bas avec un accès handicapé était remarquable. C'est intéressant parce que en réalité, c'est pas un problème spécifique, quoi. C'est dans le monde entier que ce problème-là va se poser. Parce que je te garantis que dans le monde entier, tout le monde s'approche de la mer. Hein. Donc ça, c'est une mauvaise gestion d'un fait naturel avec l'illusion qu'on va le dominer parce que ou ne pas en tenir compte et qu'on va pouvoir passer outre. Ça, c'est très spectaculaire, je trouve, cette histoire de bunker qui était au sommet de la dune et qui surtout... On peut s'avancer vers eux là-bas, hein ? Et tu vois, en fait, on le date très précisément. Ça. La notion de risque que tu as c'est les aléas environnementaux, Ce que vous observez, ça s'appelle un système critique auto-organisé dans les sciences dures. C'est-à-dire, on va prendre un exemple, qui est l'équivalent de la dune. Tu fais tomber un grain de sable par un grain de sable sur un petit plateau. Au bout d'un moment, la pente fait qu'il y a une avalanche qui se produit et le sable saute hors du plateau. On est d'accord ? On ne sait pas quand l'avalanche va avoir lieu, ni quelle sera son amplitude. On est juste certain qu'elle aura lieu. Ça, c'est de la physique, ce que je vous raconte. Ça s'appelle les systèmes critiques auto-organisés. La seule chose que l'on est capable de dire, c'est quand le système est sous-critique et sur-critique. Sous-critique, il n'y aura pas d'avalanche. Sauf jusqu'à un certain point. Si le trait de pente recule trop, alors l'avalanche se produira. Sur-critique, on est certain que l'avalanche aura lieu. On ne sait pas son ampleur, elle peut amener le système à l'état sous-critique. D'accord ? Donc ça, c'est un système physique dynamique. Remplacer les grains de sable par l'information, remplacer les grains de sable par le nombre de chômeurs, remplacer les grains de sable par ce que vous voulez comme fait économique, et vous avez
la description du mécanisme des révolutions. Qui ne se programme pas, mais on sait qu'elles vont avoir lieu. On sait que les conditions en sont réunies, mais on ne sait pas. Par exemple, on sait que les conditions sont réunies, le système est surcritique, avec une défaite électorale, la nomination de M. Valls, le départ des Verts et 11 abstentions dans le groupe socialiste. Le système est surcritique. Donc la seule question, c'est quand. Quand? Et en politique, on arrive par une analyse sociologique, anthropologique, culturelle approfondie à réunir tous les éléments d'appréciation, sauf ceux qui concernent le rythme. Et peut-être que les rythmes sont le seul degré d'incertitude radicale du réel social et du réel, comme dans le réel physique. C'est-à-dire que le principe d'incertitude, qui est une propriété de l'univers matériel et non pas une impuissance à connaître, hein, ça on sait ça depuis 1905. Einstein avait dit Dieu ne joue pas au dé Dieu ne joue pas au dé. Hein. Bon. Et puis Niels Bohr a dit je ne sais pas si Dieu joue à quelque chose, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que le principe d'incertitude est une propriété de la réalité. Donc c'est ce principe d'incertitude que nous pouvons seulement connaître par intuition ou par poésie. Hein, parce que c'est une manière de capter l'ampleur du réel avec des outils qui ne sont pas seulement les outils de la raison. Pourquoi ? Parce que la raison ne décrit que des processus linéaires. Donc elle est construite d'après son objet. Et elle ne peut percevoir, et comme on le sait dans la mécanique quantique, c'est la mesure qui crée la réalité. Ça paraît incroyable, hein, mais c'est quand même la réalité. Donc en politique, c'est comme dans le sport. C'est le geste opportun au bon moment, le kairos grec, n'est-ce pas, l'opportun, l'opportunité, qui fait que le geste est bien placé. Vous n'allez pas lire votre bouquin avant pour savoir à quel moment il faut shooter ou à quel moment il faut tirer la balle. Voilà le rapport qu'il y a entre le mouvement des dunes et le gouvernement de Manuel Valls. C'est aussi une science stochastique. Ah oui, c'est le mot, stochastique. Non, c'est très sérieux tout ça, parce que pour ceux qui sont des tenants comme moi du matérialisme, impossible de mettre ça dans votre papier. Hein. Moi, j'appartiens à l'école philosophique du matérialisme historique. Hein. Donc nous nous intéressons aux relations sociales réelles et aux mécanismes qui les organisent. Ça a une très grande importance pour nous de comprendre les mécanismes d'organisation des sociétés. Et donc l'intégration des avant-postes de la science contemporaine sont très importants pour que le matérialisme historique reste en phase avec le niveau de connaissance de notre époque. Par exemple, la dune pourrait être une espèce d'avant-poste du système critique auto-organisé. Parce que, réfléchissons, mettons qu'on ait une centrale nucléaire, là, comme c'était le cas à Fukushima. D'accord ? Tu as donc un système dynamique où sont corrélés des événements naturels et des événements sociaux. On décide de construire une centrale au bord de l'eau parce que c'est l'endroit où on va avoir de l'eau froide, blablabla. Bon bref, ça c'est le système social. Et la connexion se fait avec le système naturel. C'est-à-dire on est au bord de l'eau. Sauf qu'on a pensé que l'eau était un système inerte, qui n'aurait pas une dynamique propre. Pourtant elle en a une. C'est qu'ici produit toutes sortes d'événements, dont un qu'on n'a pas calculé, le tsunami quand il y a un tremblement de terre sous l'eau. Et à ce moment-là, on a un impact qui n'est pas proportionné à l'événement. Si c'était des cabanes de pêcheurs ou rien du tout, le tsunami passe, il ne se passe rien. Sauf que c'est une centrale nucléaire. Et à partir de là, c'est tout le système qui est accroché à la centrale nucléaire, c'est-à-dire qui va jusqu'à l'autre bout du pays, qui se trouve entraîné dans l'événement critique de la pente. Donc notre civilisation humaine qui installe toutes ces installations sensibles au bord de l'eau, parce que la prochaine destination de l'humanité, c'est la mer, se met en état surcritique. Ah, voilà la réponse. Voilà. Donc il faut planifier. Ah ben, clair. Planifier et ne pas faire comme si on a inventé une taxe électorale. Ah, je suis bien content d'être venu là.